Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session. On accueille avec nous Andrés Escobar, ancien du lycée français de San Salvador et qui, après un parcours à l'international, comme beaucoup de nos anciens élèves, il a fondé aujourd'hui son entreprise sociale Impact Coffee. Andrés, bonjour. Bonjour Mohamed, je suis très content d'être ici. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alors, quel est votre parcours et comment vous avez décidé, alors, après un parcours international, de fonder une entreprise sociale? Ok, merci. Avant tout, je veux prévenir que j'ai déjà dit à Mohamed, ça fait 7 ans ou 8 ans que je ne parle pas le français, je ne le pratique pas, donc il faut que vous m'ayez un peu de patience. Donc, je vous ai préparé une petite présentation ici, je vais la montrer. Voilà. Donc, c'est bon Mohamed, tu le vois? Oui. Cool. Donc, merci. Moi, je m'appelle Andrés Escobar. Je suis salvadorien. Le Salvador, il est en Amérique centrale. Et il est 8 heures du matin ici. Je suis un homme de famille. Je suis marié avec Sofia. J'ai un petit-fils qui s'appelle Mathias. Je suis un fier papa. Il a 9 mois et j'ai un petit chien, Tekel, qui s'appelle Piscucha. Ça veut dire cerf-volant en français. Mon rêve a toujours été d'être un père, mais aussi de découvrir le monde pour, en effet, de revenir dans mon pays pour fonder une famille. J'essaie d'être un bon chrétien, surtout dans un pays où il y a beaucoup d'aide nécessaire. Je me considère avant tout comme un humble apprenant, curieux de découvrir tout ce que la vie nous offre. Donc voilà, ça c'est moi. Ici, une photo que j'estime beaucoup, c'est une photo du lycée français de San Salvador. Et ma relation avec la France commence en maternelle, quand mes parents ont décidé d'investir aux langues et dans une bonne éducation ici au Salvador. J'ai étudié 15 ans au lycée français de San Salvador. J'ai eu mon bac ES, qui m'a ouvert de nombreuses portes vers l'extérieur. Donc, c'est ici que ma relation avec la France commence. Des questions? Ça va, je vous interromprai s'il y a s'il y a des questions dans le chat. Ok, ça marche. Je vis actuellement au Salvador. Ça fait combien? Ça fait 7 ans que je suis ici, de retour. Et après avoir vécu 10 ans sur 5 continents, j'ai étudié et travaillé au Salvador, en Argentine, à Buenos Aires, en France, à Lyon, à Taïwan, Taipei, aux États-Unis, c'est-à-dire aux États-Unis, c'était Washington, D.C. et Louisiane, et au Sénégal, à Dakar. Donc, j'ai un peu fait le tour du monde. J'ai eu l'énorme chance d'étudier à Lyon, à l'université Jean Moulin Lyon 3, à la fac. Et c'était une expérience inoubliable. Vraiment, j'ai bien aimé vivre à Lyon. C'est très différent que le reste des villes en France. C'est une ville d'étudiants. Donc, j'ai étudié l'administration des entreprises pendant 4 ans ici. Et pendant ces années, j'ai pu beaucoup voyager aussi en Europe avec tout le système des trains. C'est incroyable. C'est quelque chose que ça me manque beaucoup. Prendre le train et avec 25 euros voyager en Europe, c'est vraiment quelque chose qui me manque. Mais aussi, j'ai fait beaucoup de bons amis, vraiment des bons amis. J'ai également pu étudier pendant 1 an en Louisiane, ici à gauche, en Louisiana State University. C'est un État qui
dont on parle toujours le français. Donc, j'ai pu un peu parler le français pendant que j'étais là-bas. Euh, et j'étais un étudiant d'échange depuis la France. C'est-à-dire, j'ai payé les frais français pour pouvoir étudier dans une université américaine. Plus tard, j'ai également suivi un programme de leadership à Georgetown University, où j'ai pu confronter des styles d'enseignement complètement différents de ceux de la France euh, et faire de nombreux contacts et pourquoi pas vivre la college life des États-Unis. Donc, pour moi, c'était un choc parce que pendant 19 ans, j'ai étudié le système français qui te montre, qui t'enseigne comment penser, comment réfléchir et avoir des bons arguments. Je me souviens avec les dissertes de 4 heures avec une petite question de philosophie, il fallait penser. Et aux États-Unis, c'est un peu différent. C'est plutôt mémorisé, c'est plutôt pratique. Donc pour moi, cette différence a été, il m'a fait grandir, je pense, et activer d'autres parts de mon cerveau qui étaient éteints. Ensuite, une chose m'a mené à une autre, et un jour, une société de télécommunications, de télécom de Luxembourg, m'a embauché pour travailler sur des projets d'innovation à Dakar, au Sénégal. C'était ma première fois en Afrique et c'était une expérience absolument inoubliable, surtout pour un latino-américain. Nous, on n'a pas trop la chance, on n'a pas trop de connexion avec l'Afrique. Donc, c'était vraiment une année incroyable. Malheureusement, ici, j'ai dû beaucoup travailler, donc je n'ai pas eu la chance de voyager sur le continent. C'était seulement à Dakar et voilà. J'ai beaucoup appris sur d'autres cultures, d'autres religions. Et j'ai pu travailler en étroite collaboration avec les personnes les plus nécessiteuses. C'était un trait en commun avec mon pays actuellement. Donc, voilà, j'ai passé 1 an ici en travaillant comme un expat. J'avais un très beau appartement, des très bons amis. C'était vraiment une belle expérience. Pendant que j'étais au Sénégal, j'ai appliqué pour une bourse pour faire un master en Asie. Je n'avais pas l'argent pour me payer un master, mais ça ne m'a pas arrêté pour essayer d'appliquer à une bourse. Je me suis dit que si j'avais déjà vécu sur plusieurs continents, pourquoi ne pas essayer d'aller plus loin? J'ai gagné une bourse complète à 100% pour aller à Taïwan, spécifiquement à Taipei, pour un MBA, Masters in Business Administration, de 2 ans, où j'ai appris à parler le chinois mandarin et atteindre mon objectif de terminer mes études internationales. Mes années en Asie ont été aussi inoubliables. Et j'ai pu voyager dans de nombreux pays voisins et m'immerger dans différentes cultures qui m'ont enseigné beaucoup. Des questions jusqu'ici? Bon. En fait, on remarque que l'éducation pour vous a quand même été quelque chose d'important. Vous n'êtes pas tombé dans le piège, disons, de ceux qui se disent, bon, allez, j'ai commencé déjà à travailler, je commence déjà à avoir des opportunités. Pourquoi continuer à faire des études supérieures si j'ai déjà le monde du travail qui m'a ouvert ses portes? C'était un objectif que vous aviez en tête dès le départ de vouloir d'abord faire une petite pause des études, étudier, aller travailler et puis reprendre des études supérieures? Oui, non, vraiment, j'avais pas un plan concret. Je pense qu'une chose mène à une autre et il faut seulement avoir les yeux ouverts à ce type d'opportunité, tu vois.
Et lorsque j'ai fini mes études en France, j'ai travaillé pendant, je pense, 4 ans. Et ensuite, 4 ans, oui, 4 ans. Et ensuite, j'ai vu la nécessité d'un master. Et c'est pour ça que j'ai appliqué à cette bourse. Donc, en France, je pense que c'est un peu différent. Beaucoup de mes amis, ils ont directement fini sa licence et ensuite, ils ont étudié un master. Mais je pense que en termes professionnels, c'est très important d'avoir un peu d'expérience, de souffrir un peu et de identifier ces points dont je dois étudier plus avec un master. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une pause de 4 ans pour ensuite étudier un master à Taïwan. D'accord. Donc, ici, voilà. Pendant mon séjour à Taïwan, je me suis concentré davantage sur ma carrière professionnelle et j'ai pu participer au plus grand concours de modèles d'affaires au monde qui s'appelle le Holt Prize. Nous avons concouru contre plus de 100 000 étudiants du monde. Et tout ça s'est passé en 2015. Oui, 2015. Et nous avons remporté le concours à New York où ils nous ont donné $1 million pour fonder une entreprise sociale. On peut voir ici la photo, c'était un des meilleurs moments de ma vie. La probabilité de gagner, c'était de 0,0004%. Donc, c'était impossible, mais c'est une très bonne leçon pour moi parce que on a concouru contre 100 000 étudiants. Cela nous a permis de visiter de nombreux endroits pour partager notre idée et pour faire le pitch et essayer d'avoir plus d'argent, plus d'investissement. Et comme vous pouvez le voir ici à Google, aux États-Unis, c'était aussi une belle expérience. Et Impact, pour parler un peu d'Impact, notre entreprise sociale, l'objectif d'Impact, c'est de vendre du café de spécialité des pays en voie de développement au marché du café en croissance comme l'Asie et les États-Unis. Nous avons ouvert 4 coffee shops différents à Taïwan, mais aussi à San Francisco aux États-Unis. Et grâce à ces revenus, nous avons pu ouvrir 7 crèches éducatives dans les pays nécessiteux afin d'améliorer l'éducation de la petite enfance. Tout ça avec une méthodologie Montessori. Donc, c'est vendre du café de spécialité du Salvador en Asie. C'est un marché en croissance. Et avec les revenus, les destiner à un objectif social. C'est-à-dire, nous avons élu l'éducation de la petite enfance nécessiteuse dans nos pays, c'est-à-dire le Salvador, le Honduras, le Guatemala, mais aussi l'Afrique du Sud et même Taïwan. Ça, voilà un exemple du café que l'on vend. C'est vraiment un excellent café provenant des montagnes de notre pays, le Salvador, mais aussi du Honduras, du Guatemala et même du café d'Éthiopie en Afrique. Voici quelques exemples de crèches éducatives que nous ouvrons pour les enfants pauvres, leur donnant accès à une éducation de qualité. Ici, on peut voir 2. Ça c'était la première au Salvador. C'était un prototype et ça marchait. Donc, on s'est lancé à ouvrir d'autres crèches avec la méthodologie Montessori. En voici une autre, en alliance avec une très grande entreprise. Celle-là, elle est installée à l'intérieur de l'entreprise pour les enfants des employés.
Ici, la plus grande de toutes, que nous avons ouvert en Afrique du Sud, dans une ville qui s'appelle Khayelitsha. Le tout financé par la vente de café en Asie et aux États-Unis. Le but était toujours social depuis le début. 50% de nos bénéfices sont destinés à des projets sociaux d'éducation de la petite enfance. Ça, c'est une photo au Guatemala. C'est vraiment un problème si on le pense. Les femmes dans nos pays, elles sont régulièrement abandonnées par leur partenaire, leur mari parfois, et ils ont l'énorme responsabilité des enfants, et ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils ont des enfants. Donc, normalement, elles laissent les enfants avec les voisins ou avec la grand-mère, mais c'est une énorme opportunité qu'on a de les stimuler avec une éducation de qualité Montessori. Donc, c'est pour ça que le projet était un succès, parce que le besoin était réel. Ici, une petite carte des différents pays où on a construit des crèches, donc un peu partout dans le monde. En total, 7 crèches Montessori. Et malheureusement, se focaliser, ça c'est le négatif de l'histoire, se focaliser trop sur le social a aussi ses conséquences. Par exemple, moi, à un niveau personnel, j'ai dû prendre la décision de quitter Impact en tant que manager, mais rester comme actionnaire. C'est parce que mon salaire était très bas pour le niveau de vie auquel j'aspirais. Et mon rêve était toujours de me marier et de former une famille. Donc, cela nécessite d'autres revenus, et c'est pourquoi je travaille actuellement pour une très grande entreprise qui distribue des produits de consommation et des produits pharmaceutiques. Et moi, je suis le responsable d'innovation, et je suis en charge des projets dans l'entreprise. Donc, je suis ici. Il s'appelle iLab, et c'est un laboratoire d'innovation, basiquement. Et pour terminer, je pense que le networking est très important. Ça, c'est une des raisons dont je fais part. Ça s'appelle Global Shapers Community. C'est une initiative du Forum économique mondial en Suisse. Et à travers cette communauté, j'ai pu connaître des centaines de jeunes gens comme moi qui veulent faire une différence, qui sont déjà en train de faire des projets avec un grand impact. Et beaucoup d'eux ont étudié dans un lycée français. Ça, c'est ce qui me fait sourire, c'est que j'avais beaucoup d'anciens élèves dans le Global Shapers Community. Et voilà, de ma part, c'est tout. Je pense qu'on peut essayer des questions. Mohamed? Merci pour cette belle présentation. En fait, oui, avant de passer à l'aspect où vous avez à la fin donc, décidé de quitter Impact pour aller vers une autre entreprise, déjà une entreprise sociale dans un pays comme le Salvador, où l'économie n'est peut-être pas particulièrement tournée vers le concept justement de gagner de l'argent pour le redonner à la société. Comment est-ce que votre entourage a accueilli la décision de se lancer dans une entreprise sociale? C'est une très bonne question. Je pense que bon, j'ai toujours eu le support de ma famille. Je pense qu'ils me connaissent bien, ils me connaissent que pour moi, c'est très important d'aider les autres, et spécialement dans un pays comme le nôtre. Et parfois, oui, j'ai eu des amis qui m'ont dit, écoute,
ta carrière professionnelle, tu as étudié en France, tu as étudié aux États-Unis dans des très importantes universités, tu as beaucoup de chance dans le corporate world, non? Mais je pense que pendant que je travaillais au Sénégal dans cette corporation qui s'appelle Millicom, c'est là où j'ai vu que les grandes multinationales, c'était pas pour moi. Je voulais toujours retourner chez moi et avoir une famille. Donc, beaucoup de personnes m'ont dit c'est un gaspillage de ton investissement dans ton éducation pour terminer dans le même pays. Mais je pense que partout, il y a des grandes opportunités. Et ben, je suis là, je suis content, j'ai ma famille, j'ai 4 différents boulots, 4 différents projets personnels, mais oui, c'était vraiment, c'était pas si difficile la décision de switcher dans le social. Mais comme je te l'ai déjà dit, il y a des conséquences, non? Il y a des conséquences. Ça, c'est très difficile d'avoir un salaire intéressant et former une famille, spécialement en 2022. Oui, Il faut avoir un autre niveau de revenus. bien évidemment. Et bon, à part l'aspect social, pardon, à part l'aspect financier, de la différence entre travailler dans une entreprise sociale et une entreprise classique, y a-t-il d'autres différences entre diriger ou bien avoir un poste de cadre dans une entreprise sociale et avoir un poste de cadre dans une entreprise classique? Je pense que la question pourrait se virer vers la différence entre être un entrepreneur social, un social entrepreneur, et un cadre. Ce sont des choses complètement différentes. Déjà, être un entrepreneur pour une entreprise for profit, c'est-à-dire qui doit gagner de l'argent, c'est difficile. T'imagines une entreprise, une start-up sociale, c'est beaucoup plus difficile. Parce que c'est la part la plus difficile, c'est de vraiment chercher et trouver des investisseurs qui veulent, dans son portfolio, investir sur un projet social qui probablement ne va pas leur apporter de l'argent. Donc, tout le monde nous disait, OK, et l'argent, tu le fais comment? Oui, mais le but, ce n'est pas de la croissance monétaire, le but, c'est la croissance sociale. Donc, oui, c'était très difficile. Et de l'autre côté, ici, un cadre dans une grande entreprise, c'est beaucoup plus stable, mais tu dépends complètement des songes et tu aides construire le songe de quelqu'un d'autre. Donc, c'est une très grande différence. Oui. Et pourquoi vous avez choisi l'éducation? C'était c'était le thème de cette année de la compétence, du prix. Chaque année, le World Prize a un thème différent. L'année dernière, c'était la purification de l'eau. L'année prochaine, ça va être l'immigration. Mais cette année, c'était l'éducation de la petite enfance dans des pays pauvres. Donc, j'étais limité à ça, mais j'adore les enfants, donc c'était pas si difficile pour moi. Ouais, d'accord. Et alors, fonder des crèches avec la pédagogie Montessori, ça ne doit pas être aussi évident que ça. Vous avez réussi à trouver les ressources humaines nécessaires dans les villes où vous avez voulu vous ouvrir ces centres? C'est une très bonne question. Oui, c'était un grand problème. Comment mener une méthodologie dont, ici au Salvador, seulement les ambassadeurs ou les cadres peuvent payer
et mettre leurs enfants, comment mener ça à un niveau du bas de la pyramide. C'était très difficile. Mais vraiment, si on retourne à l'histoire de Maria Montessori, ça a inventé la méthodologie pendant la guerre en Italie. Donc, ce qu'elle a fait, c'est vraiment voir autour de sa maison des matériaux qu'elle pouvait utiliser pour enseigner les petits-enfants. Donc, je ne sais pas quand, pendant l'histoire, on a passé de Montessori, qui était destiné aux familles pauvres, maintenant, il est destiné aux familles qui peuvent le payer. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a retourné aux racines, et c'est pour ça que ça peut marcher. Et pour enseigner les enseignants, on a dû mener des personnes du Mexique ou du Guatemala qui ont fait le training pour des personnes qui voulaient apprendre la méthodologie. Donc, c'est grâce à eux et l'investissement qu'on a fait que les crèches continuent maintenant à fonctionner. Et on a eu des centaines d'enfants qui ont atteint un de nos crèches Montessori. Très bien. Et en ce qui concerne la Holtz Prize, vous avez parlé donc de réseautage, de développement de PR. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec le réseau qui circulait autour de la Holtz Prize? Oui, bien sûr. Le Holtz Prize, c'est annuel. Donc, à partir de 2015 qu'on a gagné jusqu'à présent, presque toutes les années, on nous demande de voyager dans un des pays où la compétition se déroule pour aider comme des juges, je ne sais pas si on dit comme ça, des juges, pour identifier les différentes idées gagnantes. Donc, je suis toujours en contact et c'est vraiment un réseau très intéressant de personnes, de jeunes personnes qui veulent faire un impact, qui veulent faire une différence dans différentes villes du monde. Et si on va avoir avec nous, que ce soit en direct maintenant ou bien plus tard en différé, il y aura donc des jeunes, des moins jeunes du réseau des alumni, donc des lycées français du monde. Vous qui avez eu la casquette de l'entrepreneur qui a développé un projet et qui a fait le pitch pour présenter son projet, mais qui aujourd'hui avait la casquette de membre de jury. Quels sont les éléments clés que vous recherchez dans un projet? Quels sont les conseils que vous pouvez donner donc aux personnes qui peuvent nous écouter? C'est une très bonne question. La recette secrète. Premièrement, c'est vraiment ici à iLab où je travaille, on doit toujours penser avec cette méthodologie de design thinking. C'est-à-dire, il faut commencer par empathiser avec les personnes auxquelles tu vas aider. Donc, c'est très important de vraiment comprendre le problème. Et le problème, il est déjà là. Ce sont les personnes qui vont te dire exactement c'est quoi le problème. Une fois que tu as vraiment compris le problème et tu as même voyagé et vécu avec eux les différents problèmes qu'ils envisagent, là, tu peux vraiment commencer une session de brainstorming pour avoir des idées que tu devras prototyper pendant une certaine période de temps et comprendre si une de tes solutions est un bon market fit. C'est-à-dire que vraiment, il y a un marché qui est disponible, qui veut payer pour ta solution, pour ton produit ou pour ton service. Et tout ça, c'est un procès
des mois, des mois. Et un autre conseil, c'est de vraiment ton équipe. Ben, c'était pas seulement moi, j'avais une équipe, j'avais des cofondateurs, et ils doivent être très divers. C'est-à-dire, moi, ma cofondatrice était de Taïwan, mon cofondateur était du Canada, l'autre était du Honduras. Et c'est le mélange de nous quatre qui a vraiment marché. Et c'est ça vraiment la magie, donc la diversité et les différents backgrounds qu'on avait en tant que professionnels. Et quel autre conseil? Je pense que le marketing est très important. En 2022, vraiment, tout se passe à travers des yeux. Donc, les choses visuelles sont vraiment très importantes et il faut dédier part de l'investissement au marketing digital. Quoi d'autre? Je sais pas, il faut vraiment être humble et à chaque session qu'on avait, la compétition s'est déroulée à Taïwan, elle s'est déroulée à Dubaï, ensuite on a voyagé à Boston et finalement à New York. À chaque fois, on était face à face avec les plus importantes universités du monde et des personnes qui sont vraiment, vraiment intelligentes. Mais nous, notre stratégie était toujours de sourire, de aider les autres, de faire des connexions et d'offrir notre aide. Et je pense que tout le monde qui nous a vu gagner en 2015, j'espère, beaucoup d'eux étaient très contents pour nous. Parce qu'ils jamais ils nous ont vus comme la compétition, je ne sais pas comment dire, comme la concurrence. Donc ça, ces 5 conseils, je pense qu'ils peuvent marcher. Et sinon, vous m'écrivez et on peut avoir une session one-on-one. Ouais. Merci pour ces différents éléments. Une autre question sur une autre thématique. Donc, vous êtes hispanophone, vous parlez plusieurs langues, vous vivez sur le continent américain, vous avez grandi dans un lycée français de l'étranger. Est-ce que vous avez remarqué une certaine différence ou une certaine valeur ajoutée que votre parcours scolaire dans un lycée français de l'étranger vous a doté? Bien sûr, être hispanophone, mais aussi francophone, a beaucoup d'avantages. Et je pense que j'ai eu la chance d'essayer ou d'être immerse dans 4 styles d'éducation différents. Et je les compare de la façon suivante. J'ai étudié en Argentine pendant 6 mois et l'hôtellerie et le tourisme, mais je n'ai pas aimé, c'est pour ça que j'ai dû pivoter ou switcher à l'administration des entreprises en France. Mais le style d'éducation d'Argentine est beaucoup focalisé dans la créativité. Donc, c'est pour ça que beaucoup de marketing vient d'Argentine. Ce n'est pas... c'est comme ça. Ensuite, à Taïwan, ils sont très pratiques. Le style d'éducation des Taïwanais est très pratique. Par contre, apprendre le chinois mandarin n'est absolument pas pratique. C'est la langue la plus difficile à apprendre. C'est un truc de fou. Je continue après 7 ans d'essayer de l'apprendre. Aux États-Unis, c'est beaucoup la mémorisation. Il faut vraiment être très pratique et les examens les examens sont de multiple choice. C'est plutôt la mémorisation. Mais en France, c'est ça que vraiment j'apprécie dès 19 ans d'étudier le français, c'est que vraiment
il t'enseigne comment réfléchir et utiliser des bons arguments. C'est vraiment penser. Toutes les dissertations que je peux que je me souviens, c'est vraiment penser, s'organiser, organiser tes idées, une structure, un argument. C'est vraiment réfléchir. Donc, la combinaison de tout ça, la pâte à modeler, je pense que quelque chose a marché et c'est pour ça que je suis ici. Mais je pense que parler 4 langues m'a permis d'être une personne cultivée, tolérante et empathique. Entrer en contact avec des Français et des Canadiens m'ont permis de faire des business avec eux. Mais aussi obtenir un emploi en Afrique a été l'une des meilleures expériences de ma vie. Et c'était parce que j'étais le seul à parler français. Tout le monde peut parler l'anglais ici, mais j'étais le seul à parler le français. Donc, je le parlais pas comme je le parle maintenant, mais oui, c'était le différenciateur. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Ouais. Non, c'est sûr qu'être polyglotte, parler plusieurs langues aujourd'hui, dans ce monde qui ne fait que devenir de plus en plus international, c'est sûr que c'est un grand atout. Et avec nos différents échanges avec donc différents alumni, il y a eu aussi cette idée que à parler une langue, c'est aussi apprendre une nouvelle culture, et une nouvelle méthode de pensée, une nouvelle vision du monde. Et je crois que ça rejoint exactement ce que vous aviez dit quand vous avez décrit les différentes expériences que vous avez eues sur les différents continents. Exactement. Donc, Ouais. vraiment, ça me manque ces années d'être un nomade. Là, mon jour à jour, c'est me réveiller, aller voir mon bébé, prendre le petit déjeuner, venir ici pendant 9 heures et retourner. Voilà. Oui. Disons que la vie d'un étudiant en Afrique n'est pas exactement la même que celle d'un nouveau papa. Exactement, c'est un peu différent. Mais oui, ça a toujours été mon rêve, donc je suis très content. Et comme on dit en anglais, no regrets. Je suis très content de ce que j'ai fait. Et je voulais vous laisser avec. Je voulais. Voilà, c'est ça. Pour terminer, je voulais vous laisser avec cette petite réflexion. Je vais la share screen. Ici. C'est une petite réflexion qui. Tu le vois? Oui, là maintenant je le vois. Ok, c'est de Tony Robbins. Et il dit cultiver la curiosité. Si vous voulez vraiment grandir au cours de votre vie, apprenez à être aussi curieux qu'un enfant. Les personnes curieuses ne s'ennuient jamais et pour elles, la vie devient une étude sans fin de la joie. Donc, voilà, ça c'est moi. Je vous remercie. S'il y a d'autres questions, j'ai laissé mon LinkedIn. Je vous laisse ici mon LinkedIn, donc on peut connecter et je serai ravi de vous aider. Merci, Andrés. Il y a Olivier qui a peut-être envie de nous rejoindre pour poser une question. Juste pour finir, je voulais dire bonjour à Andrés. Olivier, tu vas bien? Très bien, et toi, merci. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas échangé, donc on se connaît avec Andrés depuis Lisbonne, depuis le Forum mondial des anciens à Lisbonne en 2017, et où Andrés avait pu partager son expérience et justement son approche vis-à-vis du café et de la méthode Montessori au Salvador. Donc il avait fait très bonne impression lors du Forum de Lisbonne, donc on a un peu perdu contact, mais j'ai quand même un peu suivi ta présentation aujourd'hui et ça me fait plaisir de te voir toujours présent avec la LFM après tant d'années. Et donc, je voulais juste te dire bonjour et bon courage pour la suite. Merci Olivier, merci. Je suis très content que tu sois là après Lisbonne. Ça fait combien de temps? C'était en 2017. 17, ça fait longtemps. Oui, je continue à Impact. J'essaie de faire
marché. Là, la pandémie, elle a vraiment freiné les choses un peu parce qu'on était un business B2B. On vendait du café aussi aux entreprises. Donc, pendant la pandémie, toutes les entreprises ont fermé. Donc, on a mis en pause un peu le projet d'impact, mais on va le relancer à fin 2022, mais on continue. On continue. Merci, Olivier. Ouais. Tu connais peut-être Victor qui s'est aussi lancé dans le café. J'ai pas écouté, pardon. Tu connais aussi peut-être Victor. On s'était rencontrés à Lisbonne. Ah oui, Victor, je me souviens. J'ai perdu le contact avec lui, mais je pense qu'il est toujours à Paris. C'est ça. Ouais. Cool. Merci, Olivier. Merci, Andrés. À bientôt. Ah, il est là, Victor. Il est là. Il est là. Oui. Victor, tu vas bien? Il peut parler ou pas? Si, si. Victor continue avec le café. Waouh, je ne savais pas. S'il demande la main. Vous pourrez échanger sur. Oui, on échange sur LinkedIn. Ah, il ne peut pas parler. Bon, écoute, merci Andrés pour cette présentation. On aura peut-être l'occasion de boire un café au Salvador. Bien sûr, vous êtes toujours invité ici. Il y a du café de spécialité. Je t'attends aussi, Mohamed. Tu viens au Salvador, tu me contactes et on va aller prendre un petit café. Avec grand plaisir. Et moi, je suis actuellement à Vienne et vous êtes aussi les bienvenus ici. Nous avons une chambre d'hôte, donc vous êtes les bienvenus. Cool, parfait. Merci, à bientôt. Ok, bon, merci à tous. Je vous laisse là mon contact et j'apprécie la considération pour me laisser parler de mes trucs là et à bientôt. Donc, merci Andrés pour votre temps. Je rappelle aux participants que vous pouvez rejoindre l'espace lounge pour développer vos réseaux tout de suite là après notre séance, mais vous pouvez aussi rejoindre l'espace lounge à tout moment. N'hésitez pas également de rejoindre les autres salles en cours et rendez-vous à 18h15 heure de Paris pour la remise du prix de l'engagement où un ancien ou bien une ancienne du réseau sera récompensé pour son engagement dans une association. Parfait. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.